Nous vivons dans des sociétés marquées par le désordre et la fragmentation. Les repères s'effacent, les institutions vacillent. Dans ce contexte, la question se pose du sauvetage de notre civilisation, voire, espérons-le en tout cas, de son renouveau. La figure du roi apparaît alors comme un retour d'un pouvoir légitime, tout en dépassant sa seule dimension politique. Elle incarne une restauration de l'ordre et de la hiérarchie. Elle rappelle aussi l'exigence de responsabilité. Face à un monde livré à l'arbitraire et à la convulsion, elle oppose une autorité fondée sur la légitimité. Nous retrouvons David Engels, auteur du roman Le Retour du roi, tout de suite après cela. Générique. Nous sommes en guerre. La guerre mondiale a commencé. Voilà la revue Géopolitique profonde, une semaine de gratuité. Je rappelle, version papier comme numérique, vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. La revue de février 2026, article Qui gouvernera le Grand Nord, avec une multitude de sujets, des meilleures plumes qui sont les nôtres lorsque nous faisons nos différents formats, que ce soit le matin, que ce soit dans les matinales, que ce soit les émissions plateau du soir, vous retrouvez des gens en effet comme Laurent Ozon, par exemple Xavier Moreau et beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, déjà plusieurs milliers d'abonnés dans ce club GPTV, club select, très restreint quant au nombre de nos abonnés. C'est le moment, en tout cas au moins, d'aller regarder avec cette semaine de gratuité. La boutique est ouverte, la boutique de Géopolitique profonde. Vous avez des bonnets, des casquettes, des t-shirts, des sweats et les fameux mugs, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, évidemment, c'est Klaus Schwab, l'ancien générique, ou encore Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie. Ah, mais alors, bon, et c'est de l'eau, moi, hein. Montjoie Saint-Denis à bas de la Macronie, à bas la Macronie. Je me retourne tout de suite vers mon invité, son ouvrage, Le Retour du roi. C'est aux éditions de notre ami Sylvain Durin, les éditions du Verbe haut. Et je me retourne vers lui, c'est David Engels. Bonjour mon cher David, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Première fois, je crois. C'est une première sur de plateau et même une première de GPTV. C'est vrai. Bon, en effet, il faut une première à tout dans la vie et c'est le cas aujourd'hui avec alors vous êtes un philosophe, David Engels, vous êtes un professeur d'université aussi. Vous éditez, c'est la première fois d'ailleurs aux éditions du Verbe haut ? Oui, tout à fait. Aussi, donc oui, c'est une première aussi, également. Vous êtes un auteur, un essayiste, un philosophe. Vous avez des thèmes qui sont bien les vôtres, dont on va parler, qu'on développera. Hein. Mais là, c'est une première aussi, c'est votre premier roman. Absolument. J'ai voulu opter pour un format littéraire un peu différent de ce que je faisais d'habitude. Ouais. D'un côté, par une certaine lassitude, après avoir écrit tellement d'essais, et en plus à chaque fois je les traduis moi-même dans toute une série de langues, ça commence à faire un peu beaucoup de parler de l'Europe toujours d'une manière critique, essayistique, analytique, etc. Alors que l'idée d'essayer de plutôt dépeindre certaines ambiances, de faire passer un certain message grâce plutôt à des situations, à des personnages, à des descriptions, que véritablement par une analyse était assez attrayante. Et puis il y a aussi un aspect, esthétique là derrière. J'ai vécu vraiment la rédaction de ce livre presque comme une libération aussi, de pouvoir adopter un tout autre format. Donc je ne sais pas si ça a réussi, mais en tout cas, voilà, pavé dans la mare. Mais justement, c'est ce côté esthétique, vous le dites, et d'ailleurs c'est une plongée un peu ce livre aussi. On va parler du thème principal, mais c'est aussi une plongée parmi ces droites européennes, ces milieux alternatifs qui produisent beaucoup d'essais. Alors,
Ça, les essais, ils en produisent. Par contre, c'est vrai que l'aspect esthétique du roman, on en est un peu plus dépourvu. On a quelques grands auteurs qu'on apprécie sur GPTV, par exemple, comme Christian Combaz, qui est un auteur. Mais c'est vrai que on a beaucoup d'essayistes intellectuels qui utilisent très peu cette forme du roman. Et vous dites, j'ai voulu utiliser cette forme du roman parce que j'ai voulu y ajouter cette touche esthétique, justement. C'est ça. Oui, absolument. Je crois qu'on souffre vraiment beaucoup du côté, si on peut appeler ça de la droite ou du conservatisme ou quoi que ce soit, d'une absence d'attention accordée au domaine de l'art. On a laissé totalement la production de la musique, de tableaux, d'architecture, de mise en scène théâtrale ou autre chose à la gauche qui domine très clairement tout ce domaine artistique avec toujours cette même volonté de déconstruire, de provoquer, de décaper, d'être vraiment dans un style artistique qui est plutôt destructif que véritablement constructif et esthétique. Et je crois que c'est une grande erreur qu'on ait fait ça. Je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux. Moi-même, je suis intimement convaincu qu'un seul auteur, tel que Tolkien, avec son Seigneur des Anneaux, a fait beaucoup plus pour une certaine pensée conservatrice que tous les Orban, Kaczynski, Donald Trump réunis, à la longue. Peut-être pas dans l'immédiateté de tel et tel texte de loi, mais en ce qui concerne vraiment à une certaine sensibilisation des lecteurs, des jeunes, à une certaine façon de penser, une certaine identité, une certaine moralité, au christianisme, etc. Alors qu'est-ce qu'elle apporte justement qu'est-ce qu'on peut apporter dans l'esthétique, dans le roman par exemple, de plus que ce que la gauche fait déjà, puisque vous citez Tolkien, donc il y a un aspect fantastique, un aspect mythologique. Qu'est-ce qu'on apporte, quel va être, comment peut-on distinguer finalement d'ailleurs un roman dit de droite d'un roman dit de gauche? C'est une question très 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 philosophique et je ne suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour y répondre. D'ailleurs, il me manque tout à fait la perspective extérieure sur ce texte relativement frais qui vient de sortir il y a à peine 2 semaines, finalement. En tant qu'auteur, je ne suis peut-être pas le meilleur pour savoir si c'est un succès ou pas, ou si en effet c'est vraiment un roman ou quand même un essai un peu caché, comme parfois j'en ai l'impression. Mais en gros, j'ai personnellement, en tout cas, vécu cette possibilité d'écrire d'une façon littéraire et pas d'une façon historique, scientifique ou politique, comme une libération. Non pas une libération au niveau de ce que j'aurais écrit, mais de la manière de laquelle je l'ai écrit. Donc il y a eu ce plaisir que moi, en tout cas, j'ai ressenti très fort de pouvoir puiser quelque part dans le trésor d'une certaine imagination qui n'était pas obligée d'à chaque fois mettre une note en bas de page, une référence à telle discussion ou autre chose. Donc cet aspect de construction d'un texte, volonté de faire passer un certain sentiment, de faire passer un certain amour, surtout pour ma patrie, qu'est l'Europe, je l'ai vécu comme très importante et je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale avec le but, si on peut simplifier évidemment, de la plupart des créations artistiques actuelles qui sont, comme je disais, plutôt de simplification, voire de destruction, de polémique, de messages, d'activisme social ou autre chose. Donc voilà, maintenant, est-ce encore véritablement possible de produire des œuvres d'art de notre époque? Est-ce que l'art ne s'est pas de toute façon déjà épuisé depuis longtemps? Est-ce que essayer d'écrire un roman n'est pas déjà faire certaine forme de pastiche artistique parce que la vraie trame de la continuité littéraire a été de toute façon brisée aussi? C'est évidemment une question auquel j'espère que les lecteurs répondront. Philippe Muret disait le roman est mort parce qu'en fait la société est morte, parce que il est difficile aujourd'hui de faire une chronique sociale. La critique sociale, c'est ce qu'ont fait tous les grands romanesques. Oui, Proust a fait de la critique sociale, Balzac n'a fait que cela. Est-ce que c'est encore possible de le faire aujourd'hui, ou est-ce que nous sommes dans une société où finalement qui n'est plus
habité que par des concepts, qui n'est plus mal-être dans la civilisation, disait, et non mal-être, mais mal-être dans la civilisation de Murray, justement, cette idée que finalement tout est idéologique aujourd'hui. Or, on le voit dans ce livre-là, Le Retour du Roi aux éditions du Verbe Haut, il y a une dimension à la fois romanesque, historique et sociale. Par exemple, un moment fort qui est au cœur du livre, c'est la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. On sent que là, il y a quelque chose qui n'aurait pas pu être produit par un essai. Il fallait un roman pour ça. Probablement. Aussi, comme vous l'aviez dit d'ailleurs tantôt, au cœur de l'un des aspects principaux, je dirais, de ce roman est aussi un peu le tableau social de la droite européenne. Ouais. Et je crois que jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore vraiment fait l'objet d'un traitement artistique. En tout cas, la plupart des gens ont pensé à tout ce qu'on peut imaginer, mais justement pas un genre de portrait d'intérieur de cette droite européenne que j'ai côtoyée depuis de nombreuses années, tout en étant toujours un petit peu étranger à cette sphère-là, étant un peu un touriste. Un historien de l'Antiquité qui a abouti dans des discussions politiques pour lesquelles je ne suis pas nécessairement formé ou façonné. Et donc j'ai vécu quand même beaucoup de très belles et aussi de très horribles choses quelque part dans ce domaine-là. Et donc ça fait partie évidemment aussi du sujet de décrire certains archétypes d'activistes, certaines personnalités, d'étudiants, de politiciens, de collègues. Et je crois que faire ça d'une manière essayistique aurait été très difficile, alors qu'essayer de dépeindre quelqu'un en le décrivant, en le mettant dans une situation concrète, en parlant un petit peu de ses mimiques, etc., permet, je crois, de suggérer beaucoup plus un vrai ressenti que de dire la droite libérale pense que ceci, cela, la droite identitaire à la position que. Ici, c'est une tentative de le faire d'une manière romanesque et comme je disais, voilà. Est-ce qu'on peut encore le faire voilà. Donc là, ce sont des portraits de l'intellectuel engagé, le portrait de l'activiste. Désabusé. Sans doute, certaines de mes connaissances ou certains de mes amis s'y reconnaîtront, peut-être aussi. Si c'est le cas, en tout cas, je leur dis que le but n'était pas de faire maintenant le portrait de certains individus en tant que tels, mais plutôt d'utiliser certains types que je connaissais personnellement pour m'en inspirer, pour en faire un genre d'archétype. Donc les gens ne sont pas nécessairement censés être eux-mêmes, même s'ils apparaissent parfois sur leurs propres traits, mais plutôt le point de départ d'une certaine caractérisation. Donc que j'espère aussi objective que possible, parce que s'il y a bien une chose que j'essaye de donner aussi à cet aspect du roman-là, c'est quand même une volonté je dirais presque de compassion pour le fait que nous soyons tous un peu perdus face à une Europe en dérive, face à la fin d'une civilisation, surtout chez les jeunes, j'en vois quand même beaucoup qui viennent de milieux qui ne les prédisposent pas du tout à un quelconque activisme, qui sentent ce malaise dans la civilisation, pour parler avec Freud, qui essayent d'apporter une réponse, qui par hasard tombent peut-être une fois dans leur vie sur tel youtubeur, sur tel influenceur, on adopte les points de vue, même si parfois absurdes, mais animés d'une bonne volonté, essayent de se frayer leur chemin. Et donc j'ai quand même développé durant cette douzaine d'années que je côtoie un peu ces milieux-là, beaucoup vraiment de sympathie, même avec des positions qui ne seraient pas les miennes. Il y a beaucoup de personnes que je décris aussi d'ailleurs dans le roman qui ont certaines positions que moi, personnellement, je ne refuserais pas absolument, que je considère comme étant fondamentalement fausses. Mais je comprends pourquoi on en arrive là. Et j'ai de la sympathie souvent pour le sentiment sous-jacent, même si je ne partage pas les points de vue. Ça, un roman permet peut-être mieux aussi de faire passer un peu ce sentiment, disons, d'accorder à tout le monde, ou de présupposer, en tout cas chez la plupart, une bonne volonté sous-jacente. Et là, la forme d'un essai ne permettrait pas, je crois, pas non plus de rendre ce sentiment-là. Alors, ce sont alors, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que vous parlez de l'intellectuel européen, de la patrie européenne. Vous pouvez comprendre que ces expressions ne vont pas
couler de source chez certains intellectuels, justement, dits de droite, qui vont être des souverainistes, qui vont dire, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de patrie européenne. Hein, le patriotisme, il est national, il ne peut être que national. Est-ce que vous... quelle est l'unité? Parce que s'il y a des intellectuels de droite, même si vous avez en effet du politicien cynique à l'idéaliste désabusé, comme c'est écrit dans le 4e de couverture, est-ce qu'il y a des lignes des points de rapprochement entre ces différentes figures qui fait qu'on peut dire qu'ils sont européens et de droite en plus? Oui, c'est des discussions qu'on a dans tous les pays européens. Moi, j'ai vécu longtemps en Pologne. Dans les mêmes sujets? On a les mêmes thématiques en Pologne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie. C'est assez étonnamment similaire. Quand moi, je côtoie des milieux de la AfD en Allemagne ou du PiS en Pologne, certes, il y a des différences politiques, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, des intérêts durs, disons, oui, forcément, il y a des divergences notables, mais en ce qui concerne les grandes questions d'identité, on est partout dans le même débat. Vous avez partout maintenant le souverainiste qui dirait l'Europe, ça n'existe pas, on a notre État-nation et on est... Je crois plus ou moins. L'identité, elle est d'abord nationale avant d'être. Et puis vous en avez d'autres qui se définissent plutôt par leur foi, essentiellement souvent. Donc la civilisation chrétienne, les racines, l'enracinement. Voilà. Vous en avez d'autres où c'est plutôt les valeurs libérales. Quelque part, donc, où l'Europe c'est plutôt les valeurs, pas les valeurs de gauche, mais quand même cette idée, voilà, démocratie, régime libéral, égalité des chances, donc plutôt une approche, disons, plutôt de presque centriste, si on veut dire. Cette réponse-là, elle existe aussi. Il y a la réponse civilisationnelle qui parle d'identité européenne, parfois même dans le sens ethnique, ça existe aussi. Donc au fond, je mène partout la même discussion, et j'avoue que je suis aussi dans beaucoup d'environnements, celui qui défend plutôt une vision civilisationnelle, surtout une vision de patriotisme européen, parce que justement, je vois que tout le monde se pose la même question, tout le monde, il est face, en Europe en tout cas, tout le monde est face à un déclin démographique, tout le monde est face à un déclin du religieux, tout le monde est en face d'une immigration de masse, ou en tout cas d'un risque d'immigration massive, même en Hongrie ou en Pologne, tout le monde est face à une crise identitaire. Qui sommes-nous dans un monde extrêmement moderne qui a coupé toutes ses racines, la crise de la famille, finalement de l'Espagne en Pologne, de l'Angleterre jusqu'en Italie. Tous face au même problème, quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas, David Engels, une spécificité française, liée entre autres à l'État, et qui distingue beaucoup, par exemple, le libéral du souverainiste? Le souverainiste reste attaché à l'État. La nation, c'est l'État. C'est l'État-nation. En Allemagne, c'est beaucoup moins le cas. Par exemple, je pense que cette peur d'une dislocation de l'État existe peut-être moins au sein de l'AfD qu'elle ne peut exister dans des milieux très à droite en France, non ? C'est sûr que chaque nation a son histoire à elle, que chaque nation européenne a un peu sa spécificité, son archétype. C'est sûr que la notion d'État est plus développée en France, alors qu'en Pologne, on aurait plutôt une approche presque messianique par la souffrance de la Pologne en tant que nation martyre, de résistants, qui est très constitutive pour leur identité, ou à la limite l'État est plutôt vu comme un ennemi, parce que l'État est généralement dirigé par les Prussiens, par les Russes, par les Autrichiens, etc. Donc il y a presque un État dans l'État, où on voit très bien, en Pologne d'ailleurs, quand les dissidents arrivent au pouvoir, la première chose qui se passe, c'est que leur propre dissidence ne leur fait plus confiance, etc. Donc il y a ça. En Allemagne, on a évidemment ce problème d'identité très difficile, d'un État-nation tardif, qui était à l'origine plutôt le porteur d'une idée impériale européenne, qui a trouvé catholique, qui a trouvé son identité nationale par le biais d'une Prusse protestante située en grande partie même en dehors des frontières traditionnelles de l'Empire. Donc oui, chacun a ses spécificités et chacun insiste évidemment sur le fait que sa nation à lui est bien différente de celle des autres. Et c'est vrai, d'un certain point de vue, chacun a raison, de ce point de vue-là, chaque nation a sa particularité, mais c'est de nouveau typique pour l'Europe que tout le monde soit dans
dans cette discussion-là. Et je crois que tout doucement, avec l'intensification des échanges, notamment de jeunes conservateurs, qui... c'est un peu la ruse de l'esprit, selon Hegel, grâce à l'américanisation, grâce à l'omniprésence de l'anglais, sait au moins désormais converser avec ses propres collègues en Allemagne, ou en France ou en Espagne. Ça crée quand même tout doucement une compréhension qu'au fond, on n'est pas seul. Et que, au fond, le nationaliste ou le patriote français a quand même finalement beaucoup plus de points communs avec le patriote allemand ou le patriote polonais qu'il ne pouvait le croire avant. Et ça, tout doucement... Peut-être que ça change avec les générations, parce que vous parlez de l'anglais, la maîtrise de l'anglais, en France, ce sont vraiment les nouvelles générations, hein. Les nouvelles générations, les anciennes générations, sont plus tellement nouvelles que ça. Alors à 40, 50 ans, ou même pas, ou ils ont 30 ans. 30, 40 ans. C'est ça, une nouvelle génération qui maîtrise l'anglais comme ils maîtrisent un certain nombre de choses. Ce qui n'était pas le cas de ceux d'avant, qui refusent de parler. Est-ce que l'expérience du communisme aussi a été, parce qu'on parlait de l'État, mais après tout, l'idée que l'État peut être un ennemi, un adversaire, c'est pas une notion française parce qu'on n'a pas subi ce qu'ont pu subir, par exemple, les pays d'Europe de l'Est par rapport à l'État, par rapport au communisme. Oui. Même si j'ai l'impression que tout doucement, même le français moyen commence quand même à comprendre que cet État n'est pas nécessairement bienveillant par rapport à lui. Et que c'est beaucoup plus difficile en France. Et que surtout du côté d'une certaine droite, on se trouve comme dans une situation où l'État, qui a toujours été tellement idéalisé, est perçu de plus en plus qu'en effet, je dirais pas un ennemi, mais en tout cas une institution qui est très opposé à ses propres points de vue. Et donc ça explique évidemment aussi pourquoi tellement de gens maintenant tombent dans le libéralisme, voire le libertarianisme, de peur justement d'un État de plus en plus collectiviste, de plus en plus autoritaire, etc. Mais là aussi, je crois qu'on assiste à une lente unification des différentes approches européennes, là aussi en ce qui concerne l'État, en ce qui concerne les grands doutes par rapport à l'Union européenne, qui est présente partout également en tant qu'institution. Et donc de plus en plus, nous sommes unis, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'un discours qui est pro-européen, mais d'un point de vue civilisation, surtout dans les jeunes, je dirais en dessous de 40-35 ans, est de plus en plus porteur. Donc c'est un phénomène qui est vraiment très, 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 très fortement, en Allemagne notamment. Mais sont-ils anti-européens pour les mêmes raisons ? Est-ce qu'on est anti-européen pour la même raison en Pologne, en Italie, en Allemagne ou en France ? Je repose la question parce que je ne suis pas persuadé. Anti-européen ou anti-Union européenne ? Oui, alors commençons par, vous avez raison de préciser, évidemment, c'est pas du tout la même chose, commençons par anti-Union européenne. Mm-hmm. Oui, je dirais que, en tout cas dans les milieux conservateurs, la critique par rapport à l'Union européenne, elle est très semblable. On critique les ingérences dans la politique intérieure des États. C'est évidemment, ça a été plus visible en Pologne et en Hongrie que ça a été visible en Allemagne, vu qu'on a plutôt des régimes alignés. Mais voilà, maintenant, grâce à l'omniprésence de l'information, même un patriote français voit ce qui est arrivé en Pologne et se dit, bon, si nous, on devait un jour ou l'autre prendre le pouvoir, ben voilà, on a déjà le détail de ce qui nous arrivera. Parce que les pays d'Europe de l'Est en ont profité de l'Union européenne. Ils ont un rapport à l'Union européenne, que ce soit sur le plan financier ou de libération politique, parce que ça a été perçu à l'origine, l'élargissement européen, comme une libération politique. C'est pas du tout la même chose avec la France. Ça a été différent d'une autre époque, forcément, vu que les États comme la Pologne, comme la Hongrie ont intégré les systèmes européens beaucoup plus tard, et donc un certain enthousiasme que la France ou l'Allemagne, le Benelux a pu connaître dans les années 50, 60, 70, s'est estampé avec la réalité, alors que là, on a d'abord eu une vision très 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 positive. On voit bien qu'à l'est de l'Europe, il y a cette volonté, enfin, de nouveau, de faire partie de cet Occident, comme Kundera qui parlait justement de l'Occident kidnappé, pour désigner la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, etc. Donc il y a eu un certain engouement, mais surtout en Pologne, il y a toujours un très grand enthousiasme par rapport à l'idée européenne, qu'il faut travailler ensemble, qu'on est tous dans le même bateau, qu'on fait partie d'une même civilisation, mais une très grande
critique de la réalité de l'Union européenne en tant que telle, ça c'est sûr. Et puis en ce qui concerne les bénéfices économiques, oui, c'est aussi fort partagé selon en tout cas mes impressions sur place, parce que bon, il est indéniable qu'il y a beaucoup d'argent qui est allé là, construire les autoroutes, pour financer maintenant des grands travaux institutionnels, infrastructurels, etc. Mais on voit en même temps que cet argent qui est allé en grande partie en Pologne retourne évidemment chez les grands investisseurs qui sont tous basés à l'Ouest. Si moi je faisais mes courses, par exemple quand j'habitais encore à Varsovie, j'allais faire les courses chez Auchan, ou chez Carrefour, ou chez Decathlon, ou chez Leroy Merlin, en Pologne, à Varsovie. Ou alors j'allais chez Lidl, ou chez Kaufland, ou chez Obi, mais il n'y a pas d'enseigne polonaise. Parce que tout a été détruit à la fin du communisme, tout a été racheté par la capitale occidentale, et donc ce qui a été créé là, oui, bénéficie évidemment aux citoyens. C'est sûr que les Polonais sont très heureux d'être plus dans la situation des années 90, mais en même temps, on voit bien que ça a été un énorme gain pour le capital occidental, et que c'est un peu une situation win-win, où ce qui est produit là, grâce aussi à la main-d'œuvre polonaise, revient pour alimenter en grande partie les caisses plutôt en France ou en Allemagne, ou en tout cas là où les investisseurs ont parqué ou ont garé leur argent. Je vais encore, vous avez trouvé que j'ai une idée fixe par rapport à la France et au reste de l'Europe, le rapport à l'Amérique, le rapport aux États-Unis. Là, on a l'impression qu'il y a une différence. C'est-à-dire que finalement, comme à l'OTAN d'ailleurs, dans un grand nombre de pays européens, il n'y a pas d'hostilité non seulement à l'OTAN, à une défense américaine, mais à la culture américaine, à Hollywood, à tout ce qui fait l'Amérique, là où il y a une spécificité française liée d'abord à la langue, liée ensuite à l'État, à la défense de la francophonie, de la culture française, cette spécificité qu'aurait la France, qui serait d'être une civilisation à part entière, et c'est ce qui d'ailleurs fait tiquer beaucoup les Français par rapport au raisonnement d'un patriotisme européen ou d'une civilisation européenne, au sens où la France a cette immense prétention, et je le dis avec un certain sourire, mais d'être et d'incarner à elle seule une civilisation dont l'adversaire numéro un est l'Amérique et les États-Unis. Et ça, est-ce que on retrouve ce rejet des États-Unis, de la culture américaine, aussi chez les intellectuels de droite dans d'autres pays européens? Oui, en Allemagne, c'est très 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 présent, cette idée d'être le centre de sa propre civilisation. Ça, dans les milieux de droite en Allemagne, vous avez ça partout. D'accord. Exactement du même point de vue que la France. On va vous mettre en avant le Saint-Empire, on va vous mettre en avant ces traditions-là, on va mettre en avant le rôle de l'Allemagne dans le développement scientifique du 19e siècle, artistique du 18e, dans le romantique, le gothique, tout ce que vous voulez. Donc il y a autant d'Allemands qui sont convaincus que le véritable centre de gravité culturelle de l'Europe se trouve en Allemagne, que vous en trouverez d'autres qui diront la même chose pour la France. Et je suis sûr que si vous demandez à des patriotes italiens qui vont vous ressortir la Renaissance, le baroque, les cités, etc., la pensée, le patriotisme, mais est-ce qu'il y a cette même peur, la même chose, probablement. Mais est-ce qu'il y a cette même peur qu'en France, des Anglais, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une même peur qu'en France du danger que représente justement la culture américaine? Il y a une certaine séparation. C'est sûr que je le vois dans les milieux patriotiques allemands, où là, il y a véritablement, en général, une attitude plutôt pro-russe que pro-américaine, aussi dans le cadre de la guerre en Ukraine. On parle ici du conservatisme, on ne parle pas, évidemment, des milieux au pouvoir, officiellement. Il y a aussi, dans ces droites, ont aussi une attitude qui peut être pro-russe, peut-être pas en Pologne. En Allemagne, c'est évident. En Allemagne, c'est la même situation qu'en France. On est tiraillé, mais je dirais que la droite allemande, si on devait maintenant faire un sondage... Alice Weidel, au sein de la AfD, je crois qu'en gros, ça pencherait plutôt en faveur de la Russie qu'en faveur des États-Unis. En France et en Allemagne, c'est assez semblable de ce point de vue-là. Je connais moins l'Italie et l'Espagne, je dois avouer. En Pologne, la situation c'est pas le cas. En Italie, c'est vrai que ce soit le MSI ou les post-fascistes, là, justement, où les Polonais, pareil, il y a un rapport à l'OTAN, il y a un rapport aux Américains, qui fait que c'est peut-être différent. Je ne sais pas si pour parler de Mélanie, en tout cas, il s'agit d'une
d'une sympathie, que je ne crois pas, mais ou plutôt d'une certaine intelligence politique. Je crois que Meloni a tiré les leçons de ce qui est arrivé en Pologne avec Kaczynski. Elle a vu comme le PiS au pouvoir a été systématiquement détruit par l'Union européenne. Elle a bien entendu quand Ursula von der Leyen a dit que voilà, si Meloni arrive au pouvoir, on avait les moyens de la détruire. En gros, c'est ce qu'elle avait annoncé au début. Et je crois que Meloni a très bien compris cela et a compris ce dont l'Italie avait le plus besoin, c'était de stabilité. C'était de travailler à la longue, de travailler dans le remplacement des élites. C'est surtout ça qu'elle est en train de faire dans les grandes institutions et qu'il fallait donner du temps à l'Italie. Et donc je crois que c'est ça qui explique cette prudence de ne pas rentrer dans un heurt frontal avec ni Biden, ni Trump, ni même les Russes d'un certain point de vue, mais de rester prudent, de développer un genre de crédibilité au long terme. Je crois que c'est plutôt ça qui définit l'Italie. Et puis en ce qui concerne la Pologne, on assiste, c'est précisément ces derniers mois, un retournement d'opposition, non pas en faveur de la Russie, certes, ce ne sera jamais le cas en Pologne, mais en tout cas, la sympathie que les États-Unis et surtout Donald Trump avaient encore durant son premier mandat sont en train de fondre, non seulement du côté de la gauche, mais aussi du côté de la droite. Je crois que là, surtout, la tentative de Donald Trump de vouloir annexer le Groenland a vraiment été un tournant pour beaucoup de conservateurs partout en Europe qui, avant, se sont dit « chouette, on a une alternative à Moscou », peut-être qu'on pourra se permettre d'arriver au pouvoir non seulement contre les États-Unis, mais plutôt grâce à leur aide. Donc il y a une certaine idéalisation de Donald Trump, et je crois que ça c'est en train de disparaître peu à peu. Il y a le réel risque pour pas mal de personnes de la droite européenne d'être considérées comme des collabos qui sont prêts à livrer du territoire européen, même si c'est danois, mais ça reste quand même quelque part nous, si on veut dire, en échange d'arriver au pouvoir. Et donc ça, je crois que l'opinion est un peu en train de tourner, et même les récents échanges qu'il y a eu entre des hommes politiques polonais, Donald Trump et l'ambassadeur polonais, etc., ont montré que là aussi, tout doucement, on commence à se dire... que c'est ni de Moscou, ni de Washington que viendra quelque part le salut pour une Europe si elle veut rester une force vaguement autonome, autodéterminée chez elle, mais qu'il faut quelque part se mettre ensemble, mettre de côté toutes ces souvent ces vieilles histoires de conflits et plutôt travailler à un futur commun. Et est-ce qu'on retrouve aussi, vous l'avez à un moment donné dans votre livre, la figure parfaite du conspirationniste, du complotiste, celui qui voit... alors il va être à la fois extrêmement antisioniste, il aura des positions par rapport au 11 septembre, par rapport à tout un tas de choses. Et ça, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de façon à peu près égale dans tous les pays européens ? Ouais. Absolument, absolument. C'est devenu une donnée de base de la droite d'avoir perdu totalement confiance dans le narratif officiel. D'accord. Et au plus tard, depuis le Covid, je crois que c'est devenu vraiment quelque chose de très, très, très généralisé. Le Covid a joué un rôle important. Énorme. Pas seulement en France, mais aussi en Allemagne et même en Pologne. Il y a eu un découplage des sources d'informations officielles chez beaucoup de gens, pas seulement dans la droite, d'ailleurs, aussi en grande partie de la gauche, une perte de confiance qui fait en sorte que, voilà, même des vraies informations évidentes, on ne les croit pas. Et d'un autre côté, des intox, comme il y en a régulièrement, je suis à chaque fois sidéré. Je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, sur Facebook ou sur Twitter. Presque tous les jours, je reçois des actualités du style « Viktor Orban vient de déclarer qu'il sort de l'Union européenne ». Je reçois ça tous les jours. Et tous les jours, je vois dans mes amis, dans mes connaissances, des centaines qui sont en train de partager ça en disant « Oui, enfin, il y a quelque chose qui se passe », alors que c'est visible, que c'est du n'importe quoi. Mais les gens sont tellement perdus, quelque part, au niveau de leurs sources d'information, qu'on est prêt à croire désormais un peu tout et du n'importe quoi. Donc d'un côté, c'est un côté libérateur, parce que les œillères commencent à disparaître. Mais voilà, je ne sais plus qui avait dit que si les gens cessent de croire en Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient en rien, mais qu'ils vont croire en tout. Je crois que c'est Chesterton qui a dit ça. Pour les infos, c'est un peu la même chose. Alors vous avez l'affaire Epstein maintenant qui là va, à mon avis, égaliser à nouveau les
comme le Covid, c'est-à-dire Oui. la certitude, ça renforce fortement les gens dans leur certitude qu'on leur raconte n'importe quoi. Ça reste plus abstrait parce que le Covid nous concernait immédiatement. Oui, Si vous voulez sûr. sortir dans la Non, rue, bien vous sûr. deviez avoir votre formulaire, Oui. vous faire vacciner, etc. Donc ça touchait évidemment les gens immédiatement. Là, Epstein, ça reste quand même relativement lointain, donc je ne suis pas sûr s'il y aura un effet semblable, mais c'est sûr qu'à la langue, si on pense par exemple à ce que l'affaire Dutroux a fait pour la mentalité belge à une certaine époque, c'est sûr que l'affaire Epstein pourrait avoir ce potentiel-là. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, la gestion actuelle par les médias, c'est-à-dire de mettre en avant des milliers de textes pour que tout le monde s'y perde un petit peu et qu'ensuite on passe à autre chose, pourrait faire en sorte qu'on se dise oui, une grande saloperie, un jour on va en parler, et puis ce jour ne viendra peut-être jamais. Il ne viendra peut-être jamais. Très bien, David Engels, on rappelle le titre de votre livre, Le Retour du Roi, aux éditions du Verbe Haut. Je vous propose de revenir tout de suite ensemble après cette très courte pause. La revue Géopolitique Profonde, février 2026. Qui gouvernera le Grand Nord Arctique? Bah oui, c'est la suite logique de ce qui s'est passé aussi avec ce dont on parlait avec notre invité, le Groenland. Par exemple, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, les milliers d'abonnés du club GPTV. En plus, une semaine de gratuité. Vous pouvez découvrir ainsi notre revue confidentielle. Le livre de Laurent Ozon, qui collabore aussi à la revue Géopolitique Profonde, souvent dans le secteur des technosciences. Eh bien, vous avez le livre Les néoconservateurs, une élite impériale. C'est aux éditions Géopolitique Profonde. Et oui, Géopolitique Profonde édite maintenant des livres. Et c'est un livre de Laurent Ozon. Je reviens vers David Engels et son ouvrage Le Retour du Roi aux éditions du Verbe Haut. Alors revenons maintenant peut-être sur le livre en lui-même. Le personnage déjà, est-ce que c'est oui ou non autobiographique ce personnage, ou est-ce qu'il n'a strictement rien à voir avec vous ? J'ai puisé beaucoup dans mes propres expériences de ces dernières années. Évidemment, je les ai compactées dans les quelques jours que dure la narration. Et puis le but, c'était surtout de faire ou de montrer cette Europe en décomposition avec tous ses espoirs et son désespoir par les yeux d'un protagoniste que je connaissais, donc moi-même. Mais le but n'était pas maintenant de mettre en avant ce que fait le protagoniste, mais plutôt de faire découvrir ce qu'il voit par son regard. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai essayé en tout cas très régulièrement de faire assumer au protagoniste certains avis qui, de nouveau, dans la narration, alors sont très souvent contredits en même temps pour garder une certaine distance. Mais c'est vrai qu'une grande partie de ce qui est décrit correspond à des choses que j'ai vécues, pas tout évidemment, mais notamment la scène universitaire du deuxième chapitre où je décris ce que vit le protagoniste quand il essaye d'une manière désespérée de donner un cours. Ça correspond à un vécu de ces dernières années, non pas ici en France où j'enseigne depuis quelques années, mais surtout avant en Pologne ou en Belgique. Donc oui, il y a un aspect autobiographique, mais qui n'est pas le centre finalement. J'ai essayé de faire en sorte que le protagoniste, même s'il défend toute une série d'avis qui sont les miens d'ailleurs, se retrouve à la fin aussi dépourvu et aussi désespéré finalement avec cette question. Et quoi maintenant de cet Occident en déclin? Donc le but, c'est pas pédagogique de dire et c'est pour ça, chers enfants, qu'il faut adopter mon point de vue, mais plutôt de se servir de ça comme une inspiration pour aller plus loin. Alors, ce personnage donc, qui est visé par les autorités, qui donc fuit, est un phénomène de quelque chose de l'ordre de la fuite en Europe. Il va à un moment donné se retrouver en France. En France, on est dans un futur proche, semble-t-il, où la guerre civile sévit. De ce déclin européen,
des nations européennes. Est-ce que de tous les dangers, la guerre civile est selon vous le principal danger qui guette non seulement la société française, mais certainement aussi la société britannique, puis peut-être demain la société allemande aussi, ou d'autres? En tant que bon croyant, je dirais que le danger le plus important, c'est évidemment pour nos âmes, quelque part. Le fait d'être dans une Europe en décomposition identitaire et spirituelle, je crois, est la priorité. Ça ne nous sert à rien d'être au pouvoir ou au contraire d'être en guerre civile si nous perdons nos âmes pendant cette affaire-là. Et donc c'est un peu cet aspect spirituel dont je parle quand même aussi très régulièrement pour montrer qu'au final tout ça ne nous sert à rien si nous ne découvrons pas Dieu en nous-mêmes. Et ici en Europe, évidemment par le biais absolument prioritaire du christianisme. Mais en ce qui concerne maintenant les aspects plutôt logistiques, oui, je crois qu'il y a un risque, peut-être pas nécessairement de guerre civile, dans le livre d'ailleurs, vers la fin, à Paris, on voit quand même aussi, est-ce que c'est déjà une guerre civile? Est-ce que c'est plutôt un genre de grande émeute qui pourrait détruire l'État, mais sans nécessairement avoir un but idéologique, comme lors de la Révolution française, où on voyait très bien que le but, c'était d'amener telle et telle réforme. Mais ici, c'est plutôt un genre de destruction, avec pas nécessairement un but précis là derrière. Mais ce risque, il est très présent en France. Je crois que c'est le pays qui est, en effet, s'il y a bien une spécificité française, c'est que la France, elle est, je dirais, à la pointe de la déconstruction, peut-être à la pointe du renouveau aussi, plus que d'autres pays qui sont un peu en arrière, comme l'Allemagne qui est un peu en arrière, comme la Pologne qui est encore plus en arrière, mais tous semblent être sur le même chemin. Et donc ce qui est possible en France, ou ce qui a été possible ces dernières années en France, je crois, le sera dans 5 ou 10 ans en Allemagne, et peut-être pas relativement bientôt en Pologne aussi. La guerre civile, la destruction. Est-ce que vous êtes dans cette perspective mystique aussi de mort et de résurrection, qu'il faut mourir à certaines valeurs d'ailleurs, mourir à certaines certitudes pour renaître à d'autres? Est-ce que la foi, par exemple, telle qu'elle est envisagée par votre héros dans Le Retour du Roi, va être une foi plus intérieure, plus mystique, plus liée justement à des théologies telles que le mysticisme d'un maître écart, les théologies négatives, plus que le traditionnalisme, par exemple, qui existe beaucoup déjà dans les milieux conservateurs. Là, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous croyez qu'il y a il faut mourir à une certaine foi pour renaître à un octave supérieur, dans une démarche intérieure en plus, qui est vraiment découvrir Dieu en soi? Pourquoi je vous pose cette question? C'est au regard de ce que vous venez de me dire. Absolument. Je crois que des positions plutôt mystiques, de recherche d'union divine, de découverte de Dieu en soi, mais d'une manière pratique et pas seulement théologique, abstraite, restera toujours un point de vue très 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 minoritaire. D'ailleurs, dans toutes les grandes civilisations, on peut difficilement faire passer cet argument à quelqu'un d'autre. Il faut l'avoir vécu, il faut avoir probablement une certaine expérience personnelle. Ce n'est pas un sujet où on peut se mettre devant un auditoire et expliquer ça. Oui, on peut expliquer en théorie tout ce qu'on veut. La voix intérieure. Mais la trouver par soi-même et se dire « Ah, c'est ça que ça veut dire, c'est ce sentiment-là, ah oui, j'arrive à l'avoir, oui, j'arrive en effet à comprendre de l'intérieur ce qu'il veut dire ». Ça, c'est encore tout à fait autre chose. Et je crois que ce ne sera jamais majoritaire. La foi en tant que rituel sera toujours dominante, c'est ça que vous dites, de quelque sorte. Il y a beaucoup de voix qui mènent, qui mènent vers Dieu, et il n'y a rien de mal à une approche, disons, peut-être plus formaliste que nécessairement mystique de la religion. Donc, elle ne s'oppose pas. Je ne crois pas qu'elle s'oppose, je crois qu'elle se complète d'un certain point de vue, et que l'une ne contredit pas nécessairement l'autre. Maintenant, il y a, l'exercice formel de la religion est évidemment plus facile que le travail sur et en soi, qui n'est pas à la portée nécessairement de tout le monde, et qui ne doit pas l'être. Maintenant, pour moi, c'est un chemin qui m'intéresse beaucoup, surtout ces dernières années, et je crois que le fait, du moins, de se rendre compte que
au cœur de notre activité ici, dans ce monde-ci, ce n'est pas le résultat électoral auquel on a contribué qui importera à la fin, mais surtout le fait, est-ce qu'on a essayé de chercher et peut-être aussi de trouver Dieu. Donc cette intériorité. Maintenant, la voie, ça c'est encore libre à chacun, mais en tout cas, le fait de se dire, sur mon lit de mort, à quoi est-ce que je vais... Est-ce que je vais me dire, ouais, j'ai voté pour le bon parti, et maintenant il y a tel et tel homme politique qui est au pouvoir, donc je peux mourir en paix? Est-ce que quelqu'un se dit ça? Ou est-ce que finalement c'est tout à fait autre chose qui compte? Est-ce que c'est plutôt une certaine conscience d'immortalité, d'amour divin, d'avoir trouvé en soi déjà un certain calme avant ce moment-là qui importe? Moi j'aurais tendance à répondre plutôt par la seconde version, personnellement. Et si j'arrive par ce texte qui décrit certains de ces éléments à peut-être donner un petit peu d'envie au lecteur de se dire, ah tiens, qu'est-ce qu'il décrit? Ah oui, finalement c'est vrai, le christianisme, c'est pas... on ne devient pas chrétien parce qu'on est patriote, mais au contraire, on est patriote parce qu'on est chrétien. On aime sa patrie parce que justement on est convaincu de la transcendance et pas dans l'autre sens. Donc si le fait de se rendre littéralement compte de ça, si ça peut déjà commencer à germer dans certains esprits, ce serait déjà très bien. Maintenant, le chemin par lequel on arrive à la croyance peut être très divers. Je connais, on en parlait tantôt, beaucoup de jeunes qui peuvent dire, je me suis converti au catholicisme parce que je veux lutter contre l'islamisation, parce que je suis patriote français, parce qu'il y a eu Saint-Louis, l'ancien régime, la fille aînée de l'Église, et pour beaucoup de jeunes, c'est l'argument principal qui les amène à aller dans une église comme acte de résistance, presque de dissidence. Mais si ça en reste là, donc si ça reste juste une autre façon de brandir un drapeau, c'est relativement peu, je trouve. Donc c'est bien d'y être amené par le patriotisme, mais le but, ce serait encore vraiment de rentrer dans cette foi et de comprendre cette intériorité qui a animé le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas chrétiens par patriotisme, ils étaient patriotes par christianisme. Et je crois que c'est ce tournant pour lequel il faudra lutter dans le futur. Très bien, mais alors... cette décomposition actuelle, mais qui n'est pas seulement institutionnelle, qui est aussi une décomposition, en effet, des fois jusqu'à la perte de l'âme. Est-ce que c'est réversible, selon vous? Oui, sinon vous n'auriez même pas écrit ces livres. Quoique, vous êtes en train de dire que, vous disiez tout à l'heure, qu'on peut très bien ne pas y arriver sur le plan extérieur et politique, et pourtant réaliser sa vie par une conscience intérieure. Oui. Mais revenons-en quand même à l'aspect politique, justement, et on va arriver petit à petit vers la figure du roi. Est-ce que, au regard de la situation aujourd'hui, justement, et la décomposition de nos sociétés, est-ce que c'est réversible? Et si c'est réversible, et j'en reviens à ma question précédente, est-ce que ça se paie d'une mort et d'une renaissance? Et quand c'est une renaissance, c'est à un autre octave, et ce sont de nouvelles valeurs, qui des fois ne sont pas... intègrent les anciennes, mais on y ajoute de nouvelles. Ou bien est-ce que c'est une restauration? C'est un peu la différence entre un réactionnaire et un conservateur, par exemple. Oui, comment vous appréhendez cette... L'excellente question. J'ai essayé, surtout dans mon avant-dernier livre, Défendre l'Europe civilisationnelle, d'y apporter certaines réponses qui sont, disons, filigranes aussi dans le roman, mais peut-être un peu moins marquées. Je crois que ce qu'on vit actuellement n'est pas nécessairement la mort de notre civilisation en tant que telle, c'est surtout la mort d'une erreur logique, tragique, peut-être héroïque, qui date du moins du XVIe siècle, où on a tenté de remplacer Dieu par l'humain, la foi par la science, l'intériorité par l'expansion, la prière par la technologie, donc bref, la transcendance par l'immanence. Et ça, on va dans chaque civilisation. C'est pas le propre de la civilisation européenne. Quand vous regardez l'Antiquité gréco-romaine, à partir du VIe siècle avant le Christ, on traverse aussi, on va aussi d'une société plus traditionnaliste vers une société moderne, rationaliste, humaniste, etc. Donc on voit ça dans chaque civilisation, et je crois que nous sommes actuellement à l'apogée et à la fin de cette antithèse purement rationaliste, humaniste, et pour moi le wokisme n'est pas un accident de parcours, c'est la culmination
logique de cette croyance que l'homme est la mesure de toute chose. L'homme peut se réinventer à n'importe quel moment, l'homme peut nier son corps, son identité, sa langue, sa civilisation, sa famille, ses origines, il peut se réinventer, il est le maître de tout, il est tellement le maître de tout qu'il est en train de se déconstruire lui et finalement se voit juste comme un animal. Et là, on est vraiment au moment culminant où ce paradigme humaniste se ridiculise totalement, se met lui-même à l'absurde. À travers le wokisme, par exemple. Voilà, et donc c'est d'un certain point de vue, c'est la mort de quelque chose, c'est la mort du modernisme qu'on vit actuellement, et avec cela, tous les vieux idéaux, que ce soit la démocratie, le libéralisme, l'humanisme, bref, tout sur quoi le monde moderne a été construit est actuellement mis en cause. Et c'est la mort de quelque chose, mais ce n'est pas, ou pas encore, la mort assurée de notre civilisation, parce que, comme dans chaque autre civilisation, il y a un moment de synthèse qui vient à la fin de l'antithèse, si vous voulez. Cette synthèse, moi je l'appelle régulièrement le retour rationnel à la tradition. C'est ce qui s'opère dans tous ces jeunes aujourd'hui, qui font le deuil du monde moderne, qui voient que ça ne fonctionne pas, ça se mène à l'absurde. On pouvait encore y croire peut-être il y a 2 siècles, mais plus maintenant, parce qu'on voit les résultats devant ses propres yeux, tous les jours, dans Paris, dans la plupart des autres grandes villes en Europe, même les moyennes villes, ou même les petites parfois. C'est pour ça qu'eux reviennent par un choix volontariste, rationnel à la tradition, à la foi, au patriotisme, à la famille classique. Ce sont des choses que la plupart des jeunes n'ont jamais connues eux-mêmes. C'est quelque chose pour lequel ils optent rationnellement. Et je crois que c'est un très grand paradigme, ce retour d'une jeunesse très moderne d'un côté, par un acte volontariste de choix rationnel à la tradition. Et ça, c'est le point final d'une civilisation. C'est à peu près ce qui s'est opéré sous Auguste. C'est ce qu'on peut retrouver dans la dynastie des Han en Chine, c'est ce qu'on peut trouver chez les Ramessides en Égypte, c'est ce qu'on peut trouver chez les Gupta en Inde. Bref, à la fin de chaque grande civilisation, il y a cette grande synthèse, si vous voulez, entre tradition et raison qui s'opère et qui inaugure alors un genre de début de fossilisation, de pétrification d'une civilisation. Je crois que c'est ce tournant-là. Donc c'est ce qui nous attend, c'est la fossilisation et la pétrification. À la longue, oui, pour les prochains siècles, exactement comme l'Empire romain, comme l'Empire Han, comme l'Empire Gupta, comme les Ramessides, comme la 3e dynastie Oudour. À chaque fois, vous avez cette phase d'État, civilisation impériale, rétrospectif, conservateur, qui représente le point final d'une civilisation, qui fait le choix aussi, qu'est-ce qui va être légué à d'autres civilisations, qui définit finalement cette identité. Et si nous, aujourd'hui, on voit l'Antiquité, c'est essentiellement par le prisme de ce que les auteurs de l'Empire ont voulu nous léguer. Si nous, on voit la Chine classique, on la connaît essentiellement par l'Empire sous la dynastie des Han. Et je crois que c'est ce grand choix, ce grand moment de canonisation rétrospective qui va être opéré dans les prochaines générations chez nous. Et donc, d'un côté, oui, c'est une mort de certains espoirs, c'est un retour aux sources dont ne va pas renaître quelque chose de nouveau, mais qui est plutôt une boucle qui est bouclée, c'est plutôt le point final ou le mot final d'une phrase qui donne son sens à tout ce qu'on voit. C'est un peu comme la vieillesse d'une personne humaine qui définit finalement durant ces dernières années ce qu'elle veut que restera de son existence, qui en profite pour faire la paix avec elle-même, avec sa famille, avec Dieu, etc. Donc c'est plutôt cette phase-là que je crois qui s'approche à grands pas, et qui, de mon point de vue, n'est même pas négatif. Moi, je ne suis pas assez moderniste de croire que le point culminant d'une existence est la jeunesse et que la vieillesse est quelque part la fin. Pour moi, la jeunesse, elle est aussi importante, aussi peu importante que la vieillesse. Et puis chez vous, l'histoire reste cyclique. Cyclique, en tout cas, elle se répète. Elle n'est pas nécessairement en cycle, parce que je ne crois pas que à la fin ou à la fossilisation d'une civilisation suit nécessairement un renouveau. Oui, il y aura sans doute d'autres civilisations ailleurs, dans le futur, des siècles futurs, mais en tout cas pour nous, je crois que là, on est vraiment, c'est bientôt l'heure des grands bilans, des grands résumés, et du fait d'essayer de savoir à quoi tout ça servait finalement, ce millier d'années entre les Carolingiens et le retour du roi que nous attendons. Alors voilà, le retour du roi que nous attendons, cette figure du roi, dont on se dit que si elle ressemblerait presque plus à un empereur qu'à un roi.
Oui, tout à fait, exactement. Parce que c'est l'Europe. Le roi est plutôt attaché à la nation, nation. Voilà, mais c'est une belle image, évidemment, surtout en référence à Tolkien. Oui, mais je sais bien que c'est en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Lui-même ne semble pas y croire vraiment, puisqu'il n'a pas fait ce numéro 2, il n'a pas fait la suite qui aurait justement été la consécration Tolkien. Oui, A New Shadow, hein, je crois, cette petite nouvelle, dont il a écrit les 10-12 premières pages et qui ensuite, qu'il a abandonné parce que c'était trop déprimant. Ouais. Mais d'ailleurs, il a dit dans ses propres, dans sa correspondance que finalement, ce retour d'Aragorn correspond plutôt... un genre d'éphémère renouveau d'un Saint-Empire, mais qui serait plutôt un genre de point final nostalgique que véritablement un vrai renouveau, quoi. Donc plutôt une fin qu'autre chose. Donc ici, oui, il y a tous ces archétypes qui sont là. Bon, maintenant, il faut pas que je raconte trop au lecteur, parce que j'ai quand même toujours envie d'acheter le livre. Mais le retour du roi aux éditions du Verbe Haut. David Engels, oui. Il y a évidemment ce roi qui est une figure de projection de la droite, tout comme de la gauche, dans ce roman-là. Chacun y met du sien, les uns attendent le grand sauveur catholique, les autres croient que c'est quelqu'un qui défend les valeurs morales, d'autres qui disent finalement il est comme de gauche ou écologiste peut-être. Donc c'est quelque chose de très ambivalent, mais qui correspond aussi à ce qu'on retrouve justement dans l'histoire. Quand vous regardez un personnage comme Auguste, qui a essayé d'être une figure populiste par rapport à la plebs, d'être en même temps le premier des sénateurs dans ses interactions avec le Sénat, d'être le chef de guerre césarien avec ses légions, donc il a essayé de montrer à chacun une certaine facette de légitimité pour justement arriver au pouvoir. Donc ce n'est même pas, accessoire, cette ambiguïté de ce personnage, mais tout à fait voulu. Mais d'un certain côté, ça reste encore positif ou même optimiste, parce que je crois que l'alternative, un genre de retour de roi symbolique ou réel, c'est évidemment notre vassalisation sous les États-Unis, et de nous retrouver comme les Grecs dans l'Empire romain, avec des Romains qui sont à Washington. Donc je crois que c'est un peu là aussi notre dernière chance d'opérer ce genre de retour vers une Europe pouvoir, une Europe civilisation, une Europe capable de siéger avec les Chinois, les Russes, les Américains vaguement à pied d'égalité, au lieu de devenir une province. Donc tout ça est évidemment en sourdine présent dans le roman aussi comme moment de choix. Donc de ce point de vue-là, c'est même optimiste, parce qu'à la fin, il y a justement le retour du roi qui, sur les dernières pages, semble s'opérer. Auguste, c'est celui qui augmente, je crois, dans sa racine étymologique. Donc il y a cette notion d'augmenter. Et là, c'est en effet un optimisme. C'est plus qu'une révolution conservatrice. Tout à fait. Maintenant, je crois que l'Union européenne est en effet déjà une étape dans cette direction-là, d'une Europe unifiée. Maintenant, est-ce qu'il faut garder ces institutions-là? Est-ce qu'il faut la réformer de fond en comble? Mais c'est sûr que... Est-elle autre chose, cette Union européenne, qu'une volonté américaine, de domination américaine? Est-elle difficilement déconnectable de l'OTAN? C'est la question qu'il faut se poser. Ou faut-il une nouvelle et une grande Europe? Absolument. Et cette grande Europe intègre-t-elle la Russie, par exemple? La grande question que les auteurs, que les personnages du roman se posent évidemment aussi, avec des réponses très 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 diverses. Oui, très diverses. Quelles sont les différentes réponses, justement, qu'on va apporter? La partie occidentale de la Russie est européenne. Si j'en dis trop sur le déroulement de l'histoire, ça cessera probablement d'être attractif, mais en tout cas, moi de mon côté personnel, en tant étant fortement marqué par Oswald Spengler et sa philosophie de l'histoire, je ne crois pas que la Russie fasse partie de ce qu'on peut appeler cette civilisation faustienne, cette civilisation européenne. De mon côté, cette tendance vers l'extrême, vers l'hybris, vers l'absolu, est quelque chose qui est fortement lié à l'Europe et aux États-Unis, pour qui c'est presque caricatural d'ailleurs, mais quelque
part, les tours des cathédrales, avec cette volonté d'atteindre le ciel, tout comme les Twin Towers à New York, représentent les deux facettes, pour le meilleur et pour le pire, de cette volonté d'atteindre l'infini, quelque chose que nous ne connaissons pas chez les Grecs et les Romains. Par exemple, chaque civilisation... Mais ça, est-ce que c'est pas justement la dérive aussi que vous avez détectée à partir du XVIe siècle? Exactement. De mettre l'homme au centre. Exactement. Et ça, est-ce qu'il ne faut pas que ça tombe de toute façon? C'est là que ce paradigme faustien tourne plutôt de la transcendance vers l'immanence et de Dieu vers un faux humanisme. Tout à fait. Et c'est pour ça que je ne crois pas, avec Spengler et avec d'ailleurs toute une série d'amis russes, je ne crois pas que la Russie fasse partie de ce paradigme-là. Je ne crois pas que le russe est fondamentalement faustien. Je crois qu'il est animé probablement par d'autres paradigmes, qu'il s'agit peut-être même d'une civilisation peut-être plus jeune, en tout cas à elle-même. Je dois dire, il y a quelques années, j'avais plutôt l'impression que la Russie était l'une des nombreuses manifestations de l'Europe. Entre-temps, j'ai discuté tellement avec certains amis russes qui ont toujours insisté. Non, nous sommes notre propre civilisation. L'Occident, lui, il fait son truc. Nous sommes la troisième Rome, nous sommes tout à fait une autre version du christianisme, etc. Et je crois que cette volonté du russe d'être pas européen, de se définir, certes, par rapport à l'Europe, mais généralement d'une façon négative, en disant c'est pas ça qu'on nous pas la Russie de Saint-Pétersbourg, pas cette fenêtre sur l'Europe. Largement, évidemment, honnie par à la fois le panslavisme, à la fois par la plupart des patriotes russes qui disent voilà, c'est là au fond que nous on a dévié vers l'Occident, c'était notre erreur, plutôt Dostoïevski que Tolstoï, pour ainsi dire. Et je me demande si c'est pas vrai, je me demande si cette Russie n'a pas un autre destin que celui de l'Europe, et que dès lors, quand il s'agit de penser le futur, en tout cas de l'Europe, il doit se penser à hauteur de vue avec les autres, à la fois avec nos cousins américains, avec leurs ambitions à eux, à la fois avec nos voisins russes, et que des partenariats, évidemment, avec d'autres sont toujours bienvenus, mais qu'une unité politique me semble très difficilement envisageable, vu qu'on a d'un côté un paradigme très impérial en Russie et un paradigme de petit État-nation en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas, et ça peut être les limites, je dirais, de la pensée du patriotisme européen, si je peux me permettre, c'est que il y a l'Allemagne, il y a une vision en effet allemande de l'Europe, il y a une vision française. Et que l'alliance franco-russe, autant je partage avec vous l'aspect faustien d'une Europe allemande, autant je pense que dans le cadre d'une alliance franco-russe, il y a là, entre la France et la Russie, une parenté spirituelle entre les deux qu'on retrouve peut-être. Je rigole parce que les patriotes allemands racontent exactement la même chose. Ils vous raconteront exactement, ils vous diront le couple allemand-russe est là depuis une éternité, nous avons une parenté d'âme, le russe et l'allemand sont des nations frères. Ils sont entre les deux. Même chose. Ils sont entre les. Ils ont, je pense, de toute façon, il y a cette double influence. En Russie, entre l'influence allemande et l'influence française. Moi, je crois que chez les Allemands, c'est surtout un peu du romantisme du mauvais du 19e siècle. Mais en tout cas, l'exotisme russe est très, très marqué en Allemagne. Et pour moi, c'est une forme d'exotisme. Moi, j'ai souvent l'impression que, à la fois la gauche, elle a développé son exotisme musulman, quelque part, de voir là l'espoir de la révolution universelle. Et j'ai l'impression que souvent, en Allemagne, il y a comme ça une idéalisation de la Russie, comme d'autres, une idéalisation des États-Unis. Et en fait, ce qui est tellement dommage pour la plupart des patriotes européens, c'est que, voilà, on a toujours cette impression que l'espoir, il doit venir d'ailleurs, il doit venir de Moscou, de Washington, l'exotisme atlantiste, l'exotisme russe, mais quelque part, ça, c'est de nouveau un symptôme aussi de notre propre incapacité à nous poser comme Europouvoir. Et la discussion est la même en Allemagne. Les Allemands, surtout la droite allemande, elle est persuadée qu'il y a une relation spirituelle, politique, privilégiée entre l'Allemagne et la Russie, spécifiquement pour justement rendre plus fort l'Allemagne contre potentiellement la France et la Pologne. Mais ce qui est marrant, c'est que la France, elle va dire la même chose.
Ils vont tous dire la même chose. Il faut neutraliser l'Allemagne, donc il faut Ils vont faire tous, ce pont avec tout les le monde Russes, veut bien neutraliser sûr. son voisin, et à force de faire ça, évidemment, d'autres sont en train de se construire des empires continentaux, et nous en perd. Mais vous qui êtes justement aussi un philosophe de l'Antiquité, vous savez bien qu'on retrouve le mythe d'Europe derrière cela. C'est une princesse phénicienne qui est raptée, qui est enlevée, dont le récit dit d'ailleurs cette double influence, l'une venant de l'ouest, l'autre venant de l'est, l'une d'Asie, l'autre d'outre-Atlantique. C'est quelque chose qui a toujours été, et que l'Europe n'a jamais été en mesure de faire la synthèse. Cette notion d'Europe et ce retour, de toute façon... Sauf dans l'impérialisme. Peut-être, en effet. Disons que cette idée de nous définir en tant qu'Europe est déjà relativement nouveau. Ça apparaît de nouveau avec le grand tournant du XVIe siècle. Jusqu'à ce moment-là, on ne se définissait pas comme faisant partie de la civilisation européenne, on se définissait comme chrétienté romaine. C'était ça, c'était la chrétienté. Plusieurs pays ont assumé justement cet impérialisme romain et s'est cru le successeur, que ce soit la France ou l'Allemagne au demeurant d'ailleurs, là, à nouveau. Plus tard, dans l'impérialisme, surtout au XIXe siècle, alors là, évidemment, on a le retour d'une dignité impériale, mais comprise d'un point de vue national par la France napoléonienne, qui était un peu absurde parce qu'on a réinterprété le mythe carolingien comme étant un mythe national, alors que justement il est par définition supranational. On a les Allemands qui vont se baser là-dessus pour avoir leur empire national. À chaque fois, on a un genre d'assimilation d'une idée impériale, mais une assimilation qui est presque contre nature, parce que c'est le propre justement de l'idée d'empire européen, d'être chrétien, d'être catholique essentiellement, et d'être surtout supranational. Donc un empire national est finalement, d'un point de vue institutionnel, une contradiction en soi. Finalement. C'est pour ça que surtout l'adoption du titre d'empereur par la maison des Hohenzollern et par le Deuxième Empire allemand est une absurdité historique que la plupart des Allemands ont compris aussi très bien à ce moment-là que l'un n'avait absolument rien à faire avec l'autre, d'avoir un empereur national protestant assumer le titre d'une dignité impériale qui était européenne et profondément chrétienne romaine et, d'un certain point de vue, presque une obscénité historique. Alors ce roi, comment il... Parce que moi je le vois... C'est une figure de projection. Parce que qui pourrait assumer cette fonction, ce rôle demain ? Là, on est dans la prospective historique, où on peut spéculer énormément. Je n'ai pas de réponse clé à ça non plus. Je dirais juste que d'un côté, on a quand même une européanisation du discours politique. On voit quand même que, par exemple, des personnages comme Viktor Orban ont acquis une notoriété européenne très importante. Je suis sûr que si, par exemple, on faisait une élection d'un président européen, je crois que si on avait quelqu'un comme Viktor Orban, avec tous ses problèmes, etc., c'est pas pour faire de la publicité pour lui, mais je crois que dans le domaine des conservateurs, il y a des personnalités de ce style-là qui sont déjà un espace de projection. On se dit, ah oui, ça pourrait quand même être quelqu'un de bien. Donc je crois qu'on aura de plus en plus un genre d'européanisation du discours politique, où le fait de s'identifier à d'autres peut être tout à fait possible. De l'autre côté d'ailleurs aussi, évidemment, du spectre politique. Je rappelle qu'il y avait des véritables tentatives de faire élire Obama, je crois, à la tête de la Commission européenne. Il y a eu des discussions évidemment absurdes sur ça, parce que la gauche était tellement... c'est une personne nommée, alors après tout, toutes les conneries. Voilà. Donc donc je crois qu'il y a véritablement une extension du discours là qui rend assez possible ce qui n'aurait pas pu l'être avant. Et puis, quand on voit la vitesse à laquelle l'histoire est actuellement en train de progresser, surtout aux États-Unis, avec le césarisme de Donald Trump, avec le fait de voir les États-Unis partir dans un sens... Si on avait dit il y a 5 ans, si on avait fait le détail de ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis, personne n'aurait cru ça. Tout le monde aurait dit c'est pas possible, c'est absurde, ça n'ira pas, légalement il y a ceci, cela, personne ne sera pour. Maintenant on voit des états de fait, des situations qui sont absolument hallucinantes. Donc en combinaison avec des crises politiques, avec des désordres civils, etc., je crois qu'en Europe, beaucoup de choses pourront être possibles dans
dans 5 ans, où aujourd'hui on va se dire mais non, c'est peu probable. Donc voilà, maintenant je n'aurai pas non plus un détail pour dire il y a ça et ça qui va arriver, mais l'impression que l'histoire va dans ce sens-là, et d'ailleurs j'espère qu'elle va dans ce sens-là, d'un certain point de vue, parce que si en tant qu'Européens on n'arrive pas à s'unir pour une Europe autonome et fière de sa propre identité, on risque en effet de devenir les Grecs des Romains, les Grecs des Russes, les Grecs des Chinois, d'être joués les uns contre les autres, et donc un souverainisme qui finalement impliquerait qu'un de ces États-nations souverains sera téléguidé par Pékin, contre son voisin qui est téléguidé par Dubaï, contre son voisin qui est téléguidé de Washington. Ce souverainisme, cette autonomie, elle ne vaut pas grand-chose quelque part. Il vaut mieux se mettre ensemble et au moins être à la hauteur des autres que de risquer ce ridicule. Mais il n'est pas exclu. Hein. Il n'est pas exclu. Est-ce que le risque, c'est pas aussi qu'un empereur ou un roi européen apparaisse, mais qu'il ne soit pas justement du tout un roi chrétien, mais un roi anti-chrétien, c'est l'Union européenne, et relisons l'Antéchrist de Soloviev, écrit en 1900. Est-ce que cette figure impériale, elle ne risque pas d'être plutôt celle de l'Antéchrist, plutôt aussi, façon aussi symbolique de parler, plutôt que celle du roi que vous en tant que chrétien, vous espérez, auquel vous aspirez? C'est une très bonne question. D'ailleurs, quand on parle ici maintenant de roi ou d'empereur, juste pour rendre ça relativement clair, déjà quand on figure d'autorité, en tout cas. Quand on se souvient déjà du Saint-Empire, d'ailleurs, c'était une monarchie élective. Donc déjà, il y a beaucoup qui ont considéré le Saint-Empire comme étant plutôt une république, finalement, que véritablement une monarchie classique, si on veut dire. Donc là, si on parle d'un tel futur pour l'Europe, ça ne veut pas nécessairement dire, en effet, l'avènement d'une dynastie qui restera pendant des siècles, mais quand on voit voilà, il y a des modèles très différents qu'on peut imaginer, une figure d'autorité, c'est sûr. Oui, le futur, de ce point de vue-là, il est sans doute ouvert. Néanmoins, quand je compare notre phase avec celle des autres grandes civilisations qui sont à ce moment-là, généralement, cette synthèse, elle a des caractères plutôt conservateurs que véritablement modernistes. Maintenant, est-ce un conservatisme qu'on peut prendre au sérieux ? Est-ce que c'est plutôt un genre de conservatisme où les vrais conservateurs vont dire on accepte ça comme meilleure solution des différentes mauvaises solutions? Auguste n'avait pas que des amis. La plupart des vrais sénateurs, des vraies vieilles maisons, etc., considéraient cette nouvelle forme de gouvernement comme étant malhonnête, comme étant un peu pastiche. Eux, ils voyaient évidemment que le renouveau de la religion romaine classique était essentiellement un culte de loyauté, purement formaliste, de gens qui ne cessaient pas pour autant d'être profondément cyniques et corrompus. Auguste lui-même, ses dernières paroles sur son lit de mort, c'était « Applaudissez si vous trouvez que la comédie a été bien jouée ». Ça montre quand même qu'il y a un aspect de performance et de construction volontaire très notable là-dedans. Et donc ce n'est évidemment pas du tout exclu aussi que notre phase finale, vu qu'il y a cet aspect de volonté volontariste, puisse paraître pour des vrais croyants, des vraies personnes qui imaginent plutôt un Saint-Louis qu'un Donald Trump comme chef d'État, comme étant une solution qu'on acceptera sans être enthousiaste. Donc oui, ce risque est là. Maintenant, la question, c'est juste de se poser, voilà, quelle est notre alternative à cela? Et ça, en général, on a exactement les mêmes critiques qui sont adressées par rapport à Auguste, par rapport à Han Gao-Tzu en Chine, par rapport au Gupta, par rapport à Khosrow Ier en Égypte, par rapport à la fin de la 18e et surtout à la 19e dynastie en Égypte. Probablement qu'on va devoir aussi affronter ce manque d'authenticité qui est le propre de la fin d'une civilisation. Donc oui, c'est très possible. Maintenant, de là, je ne crois pas que ce genre de phase finale soit anti-chrétienne. Je crois qu'elle sera extérieurement, patriotiquement chrétienne, mais est-ce que ce sera un christianisme qu'on peut vraiment prendre au sérieux? Est-ce qu'on peut vraiment se dire tel et tel personnage est fondamentalement chrétien, ou est-ce que c'est un choix plutôt de raison?
Là, on peut évidemment discuter, mais je crois en tout cas que la gauche dira en tout cas que ce sera plutôt de droite que de gauche, ce qui arrivera. Il y a un certain renouveau dans la jeunesse chrétienne, mais c'est un renouveau qui reste quand même extrêmement limité. Qui reste limité parce qu'une civilisation, dans sa phase finale, n'est plus portée par beaucoup d'individus. On voit déjà maintenant que voilà, beaucoup d'Européens sont déjà rentrés depuis longtemps dans la post-histoire. Ça ne les intéresse pas, cette civilisation n'est plus la leur. Ils agissent par intérêt individuel, par opportunisme, mais ils ne sont pas de tout cœur ni dans leur patrie nationale, ni dans la civilisation européenne. D'un côté, c'est horrible, c'est très triste. D'un autre côté, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, de ce point de vue-là, ne comptent pas, si vous voulez. C'est pas eux qui vont lutter pour ou contre quelque chose. Il s'agit, comme à la fin de la République romaine, d'une civilisation qui sera portée par de moins en moins d'individus, et donc cette petite élite dont vous parliez, elle comptera probablement beaucoup plus qu'elle n'aurait compté encore il y a 2 siècles. Et l'exemple de quelques personnes aujourd'hui peut faire basculer des nations entières. Je veux dire, c'est un bête exemple, mais il a au moins la vertu dans sa vulgarité d'être évidente. Imagine quelqu'un comme Elon Musk. S'il poste demain « J'étais à la messe latine », c'est formidable. Imaginez ce que ça aurait comme impact sur des millions et des millions de personnes qui, par bête imitation, se diront « Ah tiens, on va y aller. C'est cool apparemment d'aller à la messe ancienne, par exemple. » Hein, donc ça montre que on est à l'heure, si on le veut ou pas, des grands individus charismatiques, d'une petite élite, à la fois de gauche et de droite, qui se disputent un peu l'âme de ce qui reste de cette Europe, et donc des petits mouvements, rien que comme celle d'un retour au traditionnalisme catholique et un certain patriotisme civilisationnel, peuvent changer énormément de choses, beaucoup plus que ça aurait été le cas il y a encore 100 ans, je crois. Bien. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un tour, si on ne veut pas en effet plus que ça spoiler voilà. Ou divulgacher comme... disent certains le livre, il faut peut-être s'arrêter là et le conseiller sa lecture à nos internautes, à nos auditeurs, Le Retour du Roi de David Engels aux éditions du Verbe Haut. Premier roman, ou plutôt une réussite, vous en êtes... Je ne sais pas, c'est difficile de ça vous a apporté en tout cas par rapport au philosophe de l'histoire que vous êtes, par rapport à la matière parfois intellectuelle plus aride, cet aspect esthétique justement pour revenir sur le thème principal, premier. J'ai adoré l'écrire en tout cas. C'était comme une libération de pouvoir n'être pas limité par le genre, que ce soit d'une étude historique scientifique ou le genre d'un texte politique, mais de pouvoir puiser plutôt dans l'imagination. C'est quelque chose que moi en tout cas que j'ai vécu comme extrêmement libérateur. Ça m'a fait énormément plaisir et je l'ai dit encore à mon épouse après l'avoir terminé en relativement peu de temps. Je crois que je l'ai écrit en quelques semaines. Finalement, ce qui était plus facile parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont un peu autobiographiques et vécus, donc c'est sûr que c'est beaucoup de choses. Certains vont se retrouver dans les différents personnages croisés. J'espère, je ne sais pas. Peut-être que j'espère pas, ça dépend. Personne vous a encore fait la remarque en disant... Pas encore, vu qu'il est tout nouveau, vu qu'il est vraiment littéralement sorti de presse la semaine dernière, je crois. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà arrivé à la fin, mais en tout cas, pour moi, ce que j'avais dit à justement mon épouse à la fin de l'avoir écrit, c'est que j'avais envie d'en commencer un deuxième, justement, après, tellement j'appréciais, en tout cas, ce genre littéraire. Maintenant, je le dis dans la postface, est-ce qu'on peut encore écrire des romans? Est-ce un roman? Qu'est-ce qu'il vaut d'un point de vue littéraire, d'un point de vue esthétique? Franchement, autant sur mes essais, j'ai une vision, je crois, relativement objective de ce que je fais, autant là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas quoi penser moi-même de ce texte. C'est le livre rencontrera son public et lui décernera une vérité, je pense, certainement. Et puis vous avez... il y a matière. Ce livre arrive au bon moment. Et puis dans ce Retour du Roi, en effet, on arrive à un moment donné où ce type de livre, à mon avis, cette question doit se poser.
En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de texte de ce style. Et plutôt dans les termes dans lesquels vous le posez, c'est-à-dire justement sans vous rattacher à une dynastie particulière, à une patrie particulière. Voilà. Ouais. Pour ça qu'il y a cette volonté aussi très décidément de montrer à la fois, vu que c'est un peu comme un road movie, si on veut dire, de montrer un peu la situation en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, et d'inscrire finalement ce texte aussi dans la réalité d'un conservatisme européen qui est en train de se constituer et qui, je le répète, est basé sur le fait que nous partageons, je crois, beaucoup plus les uns avec les autres que nous le croyons. En tout cas, c'est mon expérience en tant que personne bilingue, français, allemand, ayant vécu en Pologne, ayant travaillé dans beaucoup d'autres universités. Chacun est persuadé qu'il est unique, c'est sûr, mais quand vous les côtoyez tous, vous voyez qu'au moins du 60-70%, comme disait Ortega y Gasset d'ailleurs, qui disait que plus de 60% de ce que la plupart des gens estiment être typique de leur propre nation est au fond européen. Et je le confirme. Beaucoup de gens me disent à chaque fois, la spécificité de ma nation, c'est que nous sommes les seuls à avoir ce truc-là. Et moi, je dis à chaque fois, ouais, voilà, hier, les Allemands m'ont raconté ça, la même chose, avant-hier, les Polonais. Oui, mais est-ce que justement, c'est pas la limite aussi, là, vous espérez, en effet, ce conservatisme européen, mais autant... Il est à rebrousse-poil, vraiment, vous avez une pensée qui est extrêmement riche, de toute façon, et vous êtes connu pour ça, David Engels. Mais vous n'hésitez pas à aller à rebrousse-poil des évidences. Les évidences de l'unification européenne, c'est évidemment un progressisme, c'est un humanisme. C'est facile, c'est l'idéologie, ça regroupe. Alors que vous le voyez dans le conservatisme, dans le retour de la tradition, là où normalement il y a une diversité qui fait que chacun va vouloir l'incarner en disant oui mais non c'est pas mon voisin. Ouais. Vous dites que si. C'est pour ça que j'ai passé la moitié de l'émission à aller vous titiller gentiment sur l'aspect justement. Est-ce que ce sont les mêmes en Allemagne, la droite, ou en France, ou en Italie? Ouais. Écoutez, en tout cas, justement, c'est original et ça vaut franchement la peine d'être lu. Merci beaucoup, David Engels. Le Retour du Roi aux éditions du Verbeau. Avec grand plaisir. Merci à vous. Cette émission s'achève sans vous rappeler la revue Géopolitique Profonde. Voilà, venez nous rejoindre, c'est notre carburant sur Géopolitique Profonde. Notre revue confidentielle avec cette semaine de gratuité qui vous permettra de découvrir, soit dans version papier, soit version numérique, l'ensemble de nos numéros. Et par exemple, le numéro de février sur l'Arctique. En janvier, vous aviez l'opposition des empires, justement, de deux grands empires dont on ne voyait pas où était la place de l'Europe ou de la France, c'est-à-dire l'affrontement entre l'empire américain et l'empire chinois. Et là, c'est l'Arctique, où, en effet, il y a les mêmes acteurs qui se retrouvent au demeurant. La boutique, pour finir, donc les produits dérivés, allez sur le site de GPTV, cliquez sur les liens en description et vous accédez à notre boutique de produits dérivés. Les MOG, il ne faut pas avoir peur, Montjoie Saint-Denis, à la Macronie, le simple MOG GPTV et l'ensemble de nos produits dérivés. Je vous remercie beaucoup de cette écoute, de cette émission du samedi soir, et je vous dis à demain. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.